La réalité de vivre au Québec. Cet épisode va être un peu plus long parce que je veux vraiment entrer dans les détails. C'est un balado que j'ai déjà fait avant, mais il existait seulement en version audio. Maintenant, j'en fais la vidéo et je vais rajouter des détails qui n'étaient pas présents quand j'ai fait ces épisodes. Je veux vous parler de la vie au Québec, je veux vous en parler de différents points de vue et j'ai déjà fait l'épisode final qui est comment réussir sa vie au Québec. Mais pour pouvoir réussir sa vie au Québec, il faut comprendre le Québec d'aujourd'hui et son évolution. Je veux pas entrer dans les détails historiques, je veux plutôt vous offrir une vision personnelle de la vie au Québec en tant que Québécois et les changements que j'ai vus au cours de ma vie s'opérer au Québec. Donc, pour faire ça, il faut que je revienne en arrière. Il faut que je vous parle un peu de moi. Il faut que je vous raconte comment j'ai vécu au Québec et ça va nous amener à réfléchir un peu sur la réalité de vivre au Québec aujourd'hui. Si vous voulez plus d'informations sur ce que je fais, allez voir mes deux sites frenchwithfrederick.com et learnquebecfrench.com. Au Québec, on dirait que je suis un Québécois pur laine, qui est une expression un peu comique et pas du tout chauvine pour décrire un Québécois né au Québec de parents francophones. Ma mère est née à Shawinigan, qui est une ville dans la région de la Mauricie. La famille de mon père vient de Montréal et toute sa famille habitait à Montréal depuis plusieurs générations. Ils ont grandi dans le quartier de Tétroville, qui est dans l'est de Montréal. Mon père baragouinait un peu d'anglais pour son travail parce qu'il était dans le domaine de la climatisation. Il avait sa propre compagnie. Quand j'étais jeune, il nous amenait, mon frère et moi, l'accompagner à des appels de service. Et parfois, on allait dans l'ouest de Montréal et j'étais surpris que là-bas, les gens ne parlaient pas un mot de français. Mon père se débrouillait comme il pouvait, mais son anglais, finalement, n'était pas très bon. Ma mère a jamais réussi à apprendre l'anglais. Encore aujourd'hui, elle dit qu'elle va l'apprendre. Elle connaît quelques mots, mais elle serait pas capable de comprendre une conversation simple entre deux anglophones. Donc, je suis né à Montréal, où mes parents ont habité avant qu'ils décident de déménager à Repentigny, qui est une banlieue à l'est de Montréal, donc en dehors de l'île. Et à l'époque, Repentigny était une petite banlieue tranquille et un endroit idéal pour une famille. On avait une maison, une cour, un chien. On partait à vélo pendant des heures. À Repentigny, tout le monde était francophone. Durant mon enfance, je crois que je n'ai jamais entendu une seule personne parler anglais où j'habitais. C'était une banlieue vraiment québécoise. Les films qu'on écoutait étaient doublés en français. En passant au Québec, on dit souvent écouter un film au lieu de regarder un film. La radio était en français, les émissions de télé étaient en français, les livres que je lisais étaient en français. J'avais des amis dont les parents étaient nés en Grèce. Ils étaient la communauté immigrante la plus importante à Repentigny. Je les entendais parler grec à leurs parents et je savais aussi qu'ils étaient allés à une école spéciale durant l'été pour peaufiner leurs connaissances dans cette langue. Mais dans ma tête, mes amis grecs étaient tout aussi québécois que moi, mis à part que la bouffe chez eux était bien meilleure dans leur party de famille. Dans ma famille, il n'y avait qu'un anglophone, mon oncle John, le mari d'une des sœurs de ma mère. Puis un jour, quand j'avais 12 ans, je suis allé à un dépanneur et j'ai vu qu'ils avaient des bandes dessinées américaines, des comic books. J'étais fasciné par les dessins, je trouvais que c'était différent des bandes dessinées françaises comme Tintin ou Astérix. J'ai acheté un premier comic book que j'ai toujours gardé et je l'ai lu plusieurs fois sans le comprendre. J'avais beau chercher tous les mots dans le dictionnaire, mais même après l'avoir lu 10 fois, il y avait plein de choses que je comprenais pas. Mais petit à petit, je me suis mis à collectionner les comic books que j'achetais avec l'argent que je gagnais l'été à travailler pour mon père. J'en ai lu des centaines, toujours en cherchant les mots nouveaux dans le dictionnaire, et petit à petit, j'ai fini par comprendre et améliorer mon anglais. J'ai continué à lire en anglais, j'étais aussi un très grand fan de Stephen King, et j'avais lu tous ses romans en traduction française, et j'ai essayé un peu de les lire en anglais, mais j'ai trouvé ça difficile. Et je me suis mis à lire des livres plus sérieux et des classiques par la suite. Je trouve que le meilleur moyen de gâcher le goût de la lecture chez les jeunes est de les forcer à lire des classiques quand ils sont pas prêts à le faire. Ensuite, à l'adolescence, le désir d'explorer Montréal grandissait parce que c'était là que tout se passait. Sans avoir de voiture, on pouvait se rendre en ville en prenant un autobus qui prenait 50 minutes à arriver au bout de l'île, à l'une des premières stations de métro de la ligne verte. De là, nous prenions le métro pour nous rendre le plus souvent vers le centre-ville. Tout se passait à Montréal. Je suis allé voir mes premiers concerts rock, comme ceux de Metallica et Guns N' Roses, dont celui où il y a eu la fameuse émeute. Une centaine de personnes ont été blessées, une douzaine d'autres arrêtées la nuit dernière à Montréal au cours d'une émeute au stade olympique à l'issue d'un concert rock heavy metal. Tout le monde courait partout, les policiers frappaient dans le tas, puis c'était pas mal énervant finalement, là.
On allait souvent au bar Les Foufounes électriques, qu'on appelait les Fouf, un bar punk sur Sainte-Catherine qui est plus ce que c'était avant. Il y avait une vibe assez rebelle dans ce bar, mais aussi ailleurs dans la ville. Et c'était vraiment une époque où la musique était en effervescence. L'été, on allait voir des feux d'artifice sous le pont Jacques-Cartier, ou bien on allait se perdre dans la foule dans le festival de jazz ou le festival Juste pour rire. Le quartier où on allait le plus souvent à l'époque, c'était le quartier latin, proche de la station Berry-UQAM. C'était là que tous les bars étaient. Dans ce temps-là, c'était pas compliqué. L'Ouest était anglophone, l'Est était francophone. On pouvait dire que tout ce qui était à l'Est du boulevard Saint-Laurent était un territoire francophone, entre guillemets. Plus vers l'Ouest, ça devenait de plus en plus anglophone. Aujourd'hui, la ville est beaucoup plus internationale. On entend beaucoup plus d'anglais. Au Cégep, qui est comme un peu le début de l'université au Québec, je suis allé à Joliette et c'est une petite ville rurale et francophone. Donc, c'est pas là que j'ai eu mon immersion en anglais. Par contre, durant le Cégep, il est arrivé un événement de grande importance qui m'a fait beaucoup réfléchir sur la place du Québec dans le monde. C'était le référendum de 1995. Je venais d'avoir 18 ans et même si je suivais pas les actualités, j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'important. Il y allait avoir un vote pour décider si le Québec allait rester dans le Canada ou bien se séparer. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain? Ce sera ça, la question. Et il y aura oui ou non. J'avais jamais vraiment pensé à la question avant. Mes parents étaient contre et ont choisi de voter non car ils pensaient que l'économie allait trop souffrir si la province du Québec sortait du Canada. Mais quand je regardais les débats sur le sujet à Musique Plus, qui était le MTV du Québec, et en écoutant d'autres jeunes parler, je me suis vite rallié à la cause du oui. Je connaissais pas encore toute l'histoire et ce qui avait mené les politiciens à faire un autre référendum, mais je comprenais que j'habitais dans un endroit unique et que si on en faisait un pays, peut-être qu'on pourrait accomplir quelque chose de grand. Donc j'ai voté oui par enthousiasme face aux possibilités de vivre dans un pays futur appelé le Québec. Et je me rappelle très bien de la soirée du référendum. J'étais avec mon ami Hugo, qui avait aussi mon âge et qui avait voté oui. Et au début de la soirée, il semblait clair que le oui allait l'emporter. Nous étions fous de joie. Et ensuite, plus de votes ont commencé à rentrer, c'est devenu de moins en moins certain. Finalement, le non l'a emporté avec 50,58% des voix, c'est-à-dire avec moins d'un point de pourcentage qu'il aurait fallu avoir pour que le Québec devienne un pays. Ensuite, le premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, a fait un discours tristement célèbre dans lequel il a dit qu'on l'avait perdu à cause de l'argent. C'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques. Même à l'époque, cette affirmation controversée a très mal passé. Par la suite, on a appris que le gouvernement du Québec avait tout fait pour que le non l'emporte, jusqu'à accélérer l'accès à la citoyenneté à des milliers de personnes car ils savaient que ces gens allaient voter non. Le soir du référendum, Hugo et moi, on s'est promenés dans Repentigny pour ramasser des pancartes du oui. Un camion d'une station de télévision anglophone nous a vus, ils étaient complètement perdus, et ils se sont arrêtés, nous ont demandé si on voulait répondre à leurs questions. Donc ce soir-là, nous avons passé à la télévision. J'ai très vite oublié le référendum de 95 car j'étais pas investi émotionnellement dans cette cause. C'était un engouement qui a duré quelques mois et ensuite je suis passé à autre chose. Après mes études, j'ai décidé d'aller en Californie. C'est une longue histoire que je vous raconterai peut-être un jour. Je vous raconte tout ça pour vous expliquer à quel point le Québec était francophone. Il l'est encore aujourd'hui, mais c'était quand même quelque chose de différent à l'époque. J'avais vécu toute ma vie dans un environnement francophone. J'avais pas d'amis anglophones. J'avais appris l'anglais en lisant beaucoup et je savais le parler correctement et beaucoup mieux que la plupart des Québécois de mon âge. Mais quand je suis arrivé à la frontière des États-Unis, le douanier m'a demandé très rapidement « Do you have a return ticket? » Il l'a dit tellement vite que j'ai seulement compris qu'il me demandait de voir mon billet. J'avais décidé de prendre l'autobus pour aller à San Diego car le billet m'avait seulement coûté 80$, même si le voyage allait me prendre 3 jours. Mon billet était composé en fait de 7 billets différents qui étaient attachés ensemble, un pour chaque autobus que je devais prendre dans toutes les villes où j'avais une correspondance. Le douanier a manipulé tous ces billets attachés ensemble, il m'a regardé d'un air suspect et m'a laissé passer. Dans l'autobus, j'ai repensé à ce qui venait de se passer, j'ai compris que j'avais mal compris. Il m'avait pas demandé si j'avais un billet, il m'avait demandé si j'avais un billet aller-retour, un return ticket. Mais en fait, je n'avais qu'un aller simple. Donc, j'aurais probablement eu des problèmes si j'avais mieux compris l'anglais. En Californie, j'ai dû m'habituer rapidement aux slangs et aux expressions que je connaissais pas. Mais j'ai appris très vite et après un certain temps, j'ai senti que c'était plus un effort de parler l'anglais. En tout, je suis resté presque 3 ans en Californie. C'était une immersion totale sans aucune possibilité d'utiliser le français pour m'en sortir. Et je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, les gens savaient très
peu de choses du Québec. Certaines personnes ne savaient même pas qu'on parlait le français au Québec et encore moins qu'il y avait des francophones aux États-Unis, en Louisiane. Les années 2000 au Québec. Au début, mon rêve était d'habiter en Californie. J'avais pas du tout envie de retourner au Québec, surtout après avoir goûté au climat doux et ensoleillé de San Diego. Mais après presque 3 ans sans permis de travail, mes perspectives d'avenir commençaient à s'amenuiser. Et je commençais aussi un peu à avoir le mal du pays. Finalement, après avoir épuisé toutes les possibilités pour rester légalement aux États-Unis, je suis retourné au Québec en plein milieu d'un hiver très rigoureux. C'était le début des années 2000. Tout le monde écoutait Coldplay, Arcade Fire, un band de Montréal qui avait sorti son album mythique Funeral. Rêver mieux de Daniel Bélanger jouait à la radio et les musiciens de Buena Vista Social Club étaient encore en vie et le iPhone n'avait pas encore été inventé. Il y avait une énergie de renouveau dans l'air au Québec. Le référendum de 1995 avait été oublié. Le Québec se modernisait de plus en plus et Montréal était une ville de plus en plus attrayante. Je revenais de la Californie où le coût de la vie était très élevé. À San Diego, je louais une toute petite chambre dans une maison pour 400 $ US par mois, ce qui représentait 580 $ canadiens au taux de change de l'époque. Et à Montréal, dans les années 2000, je pouvais louer un bel appartement de 2 chambres, un 4,5 au complet pour ce prix. Je travaillais sur Internet en dollars américains, mais comme le dollar canadien valait beaucoup moins et que le coût de la vie à Montréal était beaucoup plus bas, j'avais une meilleure qualité de vie que quand j'habitais en Californie. Vers le milieu des années 2000, je me suis lassé de Montréal et j'ai décidé de m'installer dans la région des Laurentides. J'ai loué le premier étage d'une maison de campagne pour à peu près 500 $ par mois à Prévost, une petite bourgade proche de la station touristique de Saint-Sauveur. Des chevreuils venaient nous rendre visite. L'hiver, le paysage était couvert de neige et c'était magnifique. Et l'été, j'allais faire du vélo durant des heures le long du Petit Train du Nord, une longue piste cyclable qui longe lacs et rivières. J'allais souvent au parc du Mont-Tremblant, plus au nord. C'est un gigantesque parc national parsemé d'innombrables lacs et montagnes. C'est dans les Laurentides que j'ai passé certaines des années les plus productives et positives de ma vie adulte. Bref, j'ai quitté les Laurentides pour partir à l'aventure à travers le monde et durant cette période, je me suis installé 1 an et demi à Vancouver. Toute cette période s'est terminée en 2012 quand je suis revenu à Montréal pour m'y installer de façon définitive. Les années 2010 au Québec. Quand je suis revenu à Montréal en 2012, j'étais parti depuis plusieurs années et j'ai dû refaire ma vie en quelque sorte. J'ai erré pendant quelques mois jusqu'à ce que je trouve un bel appartement à louer dans la petite Italie en 2013. Je suis retombé amoureux de Montréal. Ça fait plus de 10 ans que je suis au même endroit, ce qui a largement battu mon record précédent de 2 ans. Le Montréal des années 2010 avait changé par rapport à ce que j'avais connu dans la décennie précédente. La ville était devenue plus internationale. Le quartier où j'habite était plutôt ouvrier et de classe moyenne ou pauvre, mais il s'est rapidement transformé et devenu plus comme le plateau, un quartier bourgeois et tendance. Dans les années 2010, la ville restait quand même très abordable comparé à Vancouver ou aux grandes villes américaines. L'appartement que je louais coûtait la moitié de ce que je payais à Vancouver, plus ou moins. En habitant à Montréal, j'ai découvert les plaisirs de la proximité, de pouvoir aller partout où je voulais en ville en me déplaçant à pied, à vélo ou en métro. Et finalement, en 2020, la pandémie est arrivée et a donné tout un choc à la société québécoise comme elle l'a fait ailleurs sur la planète. Ce qui m'amène à vous parler de vivre au Québec aujourd'hui. Voyons comment est le Québec d'aujourd'hui pour quelqu'un qui y habite ou qui déciderait de s'y installer. La ville de Montréal. Valérie Plante est devenue mairesse de Montréal en 2017. Elle l'est encore à l'heure actuelle. Son parti est Projet Montréal et elle a grandi à Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue. Elle a succédé à Denis Coderre, un politicien d'expérience. On peut dire que l'élection de Valérie Plante marque un point tournant dans la direction que Montréal a prise. Le parti est beaucoup plus à gauche que les précédents et a une vision axée sur l'urbanisme, la qualité de vie et l'environnement. Bref, il y a toujours eu 2 visions politiques différentes pour la ville, une axée sur le développement économique et l'autre sur la qualité de vie. Mais peu importe quel parti est au pouvoir, il ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Mais avec cette vision plus environnementale, j'ai l'impression que Montréal se sépare de plus en plus du reste du Québec. Montréal veut rendre les transports en commun plus accessibles, mais certains voient cela comme une guerre contre la voiture et contre les automobilistes. Beaucoup de gens qui habitent en région disent ne plus venir à Montréal parce qu'il n'y a pas de parking. Dès qu'une piste cyclable est aménagée,
il s'ensuit de nombreuses levées de boucliers, c'est-à-dire une sorte d'indignation populaire. Le chemin vers l'urbanisme est long et ardu et ça sera jamais facile de faire de plus en plus de place au transport en commun et de moins en moins de place à la voiture, même si tous les experts s'entendent pour dire que c'est la voie de l'avenir. Mais en même temps, on peut pas seulement créer une ville pour les bobos qui se promènent à vélo, se font livrer de la bouffe par Uber Eats et boivent des lattés à 8 $. Il faut une ville pour tout le monde. Il y a eu de nombreux changements positifs à Montréal depuis les années. J'apprécie l'implantation de Bixi qui offre des vélos en libre service. Il y a beaucoup plus de pistes cyclables qu'avant, mais malgré ce que bien des gens pensent, le vélo ne représente qu'une infime partie de tous les transports effectués dans la ville. Parmi les projets qui ont transformé la ville, on peut penser à la création du quartier des spectacles avec l'inauguration de plusieurs nouvelles salles, l'Esplanade Tranquille qui est une patinoire dans le centre-ville, les rues piétonnes l'été, les changements de règlement qui permettent que les restaurants et les bars aient des terrasses dans la rue et d'autres petits détails qui font que Montréal est devenue une ville très attrayante pour les touristes et ceux qui recherchent une belle qualité de vie. Le revers de la médaille est que plusieurs quartiers se sont embourgeoisés. Je parle ici du processus de gentrification ou d'embourgeoisement en bon français. Le côté positif de l'embourgeoisement est que des quartiers un peu malfamés, aux édifices délabrés, retrouvent une vie nouvelle. Plusieurs commerces s'installent dans un quartier à la mode et on retrouve de plus en plus de services, plus de restaurants, plus de cafés et ainsi de suite. L'aspect négatif de ce processus est que presque tout devient plus cher et pour une clientèle plus aisée. Au lieu d'un bar de type brasserie, on a des bars à vin qui servent des hors-d'œuvre gastronomiques à 25 $ et des cocktails à 20 $. Et bien sûr, les appartements qui étaient accessibles à tout le monde sont remplacés par des condos plus luxueux et hors de prix pour la plupart des gens. Les populations plus pauvres sont donc tranquillement déplacées de leur propre milieu de vie et le visage de la ville change petit à petit. Mais comme je disais, ce n'est pas que négatif. C'est une question compliquée qui n'est certainement pas unique à Montréal. Ce qu'on peut dire, c'est que Montréal s'est modernisé, s'est transformé avec le temps. Elle est maintenant devenue une ville de calibre international. Mais elle a aussi un peu perdu son âme. On pourrait dire qu'elle a vendu son âme au diable et court le risque de devenir une autre ville comme les autres, c'est-à-dire un terrain de jeu pour les riches et les touristes. Le gouvernement du Québec. Le Québec a aussi eu un nouveau gouvernement en 2018, celui de la CAQ. La Coalition Avenir Québec, qui est en poste pour un deuxième mandat. L'élection de la CAQ a été un changement majeur dans la politique du Québec. Pendant des années, les gouvernements du Québec ont été soit le Parti libéral, soit le Parti québécois. Jusque dans les années 90, voter pour le Parti québécois était comme un vote en faveur de la souveraineté du Québec. Voter libéral représentait un vote pour une vision plus fédéraliste, c'est-à-dire qui croyait en la place du Québec au sein de la Fédération canadienne. Mais avec l'élection de la CAQ, tout a changé. La CAQ est un gouvernement de coalition, c'est-à-dire qu'il est composé de l'union de plusieurs partis. On pourrait dire que la CAQ est un parti centriste au niveau économique et nationaliste au point de vue social. Donc, voter pour la CAQ n'est pas un vote pour l'indépendance du Québec, mais pour une autre vision du Québec, nationaliste sans être indépendantiste. La CAQ a mis en place certaines lois controversées, comme la loi sur la laïcité de l'État en 2019, qui limite l'usage des signes religieux pour les personnes en position d'autorité. Et récemment, la CAQ a aussi introduit la loi 96 qui donne un peu plus de pouvoir à la Charte de la langue française ou la loi 101. Cette loi 96 renforce certaines dispositions de la loi 101, notamment en augmentant les exigences d'usage du français dans les entreprises de 25 employés et plus, et en rendant obligatoire l'utilisation du français dans certains secteurs de la fonction publique et du commerce. Avec ces lois et la vision politique du Québec, on sent la tension avec le Canada de Justin Trudeau, qui voit le pays comme un melting pot culturel où toutes les cultures doivent être respectées et acceptées. Le Québec dit plutôt « Oui, vous pouvez venir ici, mais il va falloir vous adapter à nos lois et à notre culture et non l'inverse. » La CAQ a délogé tous les autres partis et maintenant le Parti libéral est en ruine et en recherche d'identité. Mais depuis un certain temps, la CAQ a perdu en popularité et le paysage politique du Québec est incertain. La langue française. Même si le gouvernement du Québec a essayé de faire quelque chose pour la langue française, il n'a pas réussi et ne réussira pas à contrer un phénomène qui est en cours depuis longtemps,
l'anglicisation. J'ai fait une vidéo là-dessus. Normalement, je serais censé pointer où est cette vidéo, mais allez voir simplement dans mes vidéos, ça va être moins compliqué. C'est quoi au juste l'anglicisation? C'est un certain nombre de mécanismes qui font que la langue anglaise prend de plus en plus de place dans la vie. Par exemple, l'obligation de travailler principalement en anglais. Des villes où de moins en moins de gens ont le français comme langue maternelle ou d'usage. L'usage du franglais, c'est-à-dire le mélange du français et de l'anglais dans la même conversation ou dans la même phrase. La perte d'habileté en français écrit, en vocabulaire ou en grammaire. L'omniprésence de la langue anglaise dans la musique, les films et la culture populaire. Et une partie de la population qui choisit de vivre principalement en anglais plutôt qu'en français. Ceci étant dit, je ne dis pas que le français va disparaître du Québec. L'anglicisation est aussi forte dans plusieurs pays et même en France. Mais ça fait en sorte que la situation du français au Québec est assez précaire comme elle a toujours été d'ailleurs. Le coût de la vie. Avec l'augmentation du niveau de vie vient l'augmentation du coût de la vie. Le Québec que j'ai connu dans les années 90, 2000 et même 2010 était un endroit beaucoup moins riche, mais en contrepartie, le coût de la vie était beaucoup plus bas qu'ailleurs en Amérique du Nord. Aujourd'hui, le Québec fait face à une crise du logement sans précédent. Il faut dire que le même phénomène touche plusieurs pays développés sur la planète, donc c'est pas unique au Québec. Aujourd'hui, le prix moyen d'un 3,5 à Montréal est d'à peu près 1700 $. En passant, un 3,5, c'est un appartement avec une chambre fermée. On calcule la cuisine, le salon et la chambre comme étant des pièces et le demi est la salle de bain. Un 4,5 est donc un appartement avec 2 chambres. Le prix moyen d'un 4,5 est de plus de 2000 $ et dans le centre-ville, le prix est de 2850 $ par mois. C'est très loin de l'époque dont je vous ai parlé où je me logeais pour 500 ou 600 $ par mois. Et même quand je suis revenu à Montréal en 2010, j'ai trouvé un grand 4,5 bien situé pour 1100 $ par mois. Cette crise du logement vient avec la crise d'inflation qui touche le monde entier depuis la pandémie. Mais si on se compare, on se console. À Toronto, le prix moyen de 3,5 est de plus de 2500 $ et à Vancouver, le prix est encore plus extravagant et dépasse les 3000 $. Donc, Montréal reste une ville plus abordable que les 2 autres grandes métropoles du Canada, mais pour combien de temps? J'espère que vous avez aimé ce petit tour d'horizon du Québec très personnel et si vous voulez la suite, elle est déjà disponible dans les vidéos que j'ai faites et ça s'appelle « Comment réussir sa vie au Québec ». Merci et à la prochaine.